Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec l'actualité sur ATV dans les titres de ce lundi 19 janvier. Le procès de Joseph Ethan Robert s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises. Il est jugé pour vol avec arme et une tentative d'homicide en décembre 2021. Les premières heures ont été consacrées aux expertises et aux témoignages de la victime. On en parle dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, plusieurs secteurs étaient touchés par des mobilisations. À la Poste du Lamentin et à l'Office national des forêts, les salariés étaient mobilisés. Dans les transports, 2 lignes du TCSP ne circulaient pas et la régie signale de multiples pannes sur le réseau de bus. À Fort-de-France, à Châteauboeuf, le quotidien devient insupportable pour 2 seniors de 86 ans. Une fuite d'eau permanente jour et nuit à quelques mètres des installations électriques leur rend la vie difficile. Une situation préoccupante que nos équipes ont pu constater. Le procès de Joseph Ethan Robert s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises. Jugé pour des vols avec armes et une tentative d'homicide en décembre 2021, l'accusé a vu ses premières heures de procès consacrées aux expertises techniques et aux témoignages de la victime. Compte rendu d'audience avec Dorian Cayuela. Le procès de Joseph s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises. Il est jugé pour des faits de vol avec arme et tentative d'homicide. La cour a d'abord examiné les éléments techniques. Un expert en balistique a expliqué que 2 étuis de calibre 9 mm, l'un retrouvé sur la scène de l'agression de Valérie Mariel, l'autre sur l'accusé lors de sa garde à vue, présentent des caractéristiques compatibles avec une même arme de type Glock. Les images de vidéosurveillance confirment la présence d'une Peugeot 206 blanche sans permettre d'identifier formellement l'accusé. Les analyses d'ADN ont ensuite été détaillées. Elles permettent de relier la scène des faits, un téléphone abandonné sur place et le véhicule utilisé sans toutefois établir l'identité de tous les auteurs. À la barre, la victime, Valérie Mariel, a décrit une agression violente, affirmant avoir vu l'accusé armé, tout en précisant que le tir aurait été effectué par un autre individu. De son côté, M. Joseph reconnaît sa présence mais nie toute participation armée. Social maintenant, et le courrier n'a pas été distribué ce lundi au Lamentin. En cause, l'agression d'un facteur vendredi dernier dans la résidence au Saint-James au quartier Acajou. Le postier a été accusé par un habitant d'avoir volé un objet dans une boîte aux lettres. La discussion aurait dégénéré et s'est terminée par une agression. En réaction, 34 facteurs ont activé leur droit de retrait pour dénoncer cette situation. Reportage de Jean-Marc Carteron. Nous exerçons notre droit de retrait en soutien d'un collègue qui a été agressé vendredi sur sa tournée en faisant son travail. Il est rentré dans un immeuble pour distribuer le courrier comme d'habitude et il s'est fait agresser par un client qui lui reprochait d'avoir dérobé quelque chose dans la boîte qu'il aurait eu dans la boîte. Le client a pris la photo du collègue et lui aurait dit que on va s'occuper de toi. Donc, il est traumatisé. Notre demande, c'est que la direction réunisse la cellule CDSCT qui doit être faite à chaque agression. Et nous avons constaté qu'il y a plusieurs agressions, au moins 4, et cette cellule n'est pas réunie. La sécurité des facteurs qu'on demande, l'idéal aurait été qu'il n'y ait pas de produits illicites dans les colis, puisqu'on sait que de la drogue circule, de l'argent et tout autre produit. Et le client devient nerveux quand il n'a pas son colis, d'où l'agression, d'où les incivilités. Parfois, les douaniers viennent, partent avec un colis. Le client a déjà été averti comme quoi il va recevoir son colis et le facteur ne l'a pas parce que le douanier est parti avec. Eh bien, il se fait agresser quand il arrive sur place. Les habitants du Lamentin auront leur courrier demain. On leur demande de respecter les facteurs. Les facteurs, ce sont des gens consciencieux qui ont une famille et qui ont besoin de travailler comme tout le monde. Il faut les respecter et tout ira bien. Après la Poste, direction l'Office national des forêts, les salariés se sont de nouveau mobilisés quelques semaines après d'autres actions. Ils contestent les méthodes de management du nouveau directeur qui a tenu une réunion aujourd'hui en présence d'une délégation venue de l'Hexagone pour tenter de répondre à leurs inquiétudes. Les précisions du responsable syndical devant la caméra de Dorian Cayuela. Il y a un problème l'ONF qui a duré au moins 4 ans. Mais elle a amplifié. Et nous profitons, je dis, il y a une délégation de la direction générale qui est Martinique, qui veut dire la directrice générale, personnellement, moi je demandé de venir et heureusement, il vient. Le problème là, nous le réglons pays parce que les nous
entre CSE déjà, les rois dans CSE, et pourquoi revendiquer ou bien pourquoi discuter des conditions de travail, ces conditions de travail, l'effectif, c'est moment-là qu'a dit comme ça, ou sans monde qui a fait des pressions, des bails comme ça. Il arrivé dit sanctionner moi au moment où je parle de là, moi mise à pied de 10 jours. Parce que le roi dans la réunion CSE, ou pas pour nous parler, qui veut dire, pour que c'est un syndicat de maison. Eh bien, moi, pas un syndicat de maison, alors je vais revendiquer. Et il y a une sanction, dit mensonge. Et alors, moi, je dis, il faut que nous marquions le coup. Et puis, ces collègues-là aussi qui, bon moyen, savent qui ou autre combat nous avons mené pour eux, pour les conditions de travail. Parce que c'est un effectif qui est très minime. Parce que nous avons travaillé la montagne pelée, nous avons fait des traces. Et des fois, nous avons fait en trace, nous avons des. Qui veut dire, ces moments-là, demander plus de reconnaissance, qui veut dire, nous ne pouvons pas même parler des salaires, nous pouvons parler des conditions de travail. Et la circulation était très perturbée dans les transports en commun sur le centre du territoire. En plus des 2 lignes du TCSP à l'arrêt, 16 lignes de bus n'ont pas fonctionné ce lundi en raison de pannes importantes sur les véhicules, selon la RTM. Un réseau qui tourne au ralenti et des usagers contraints de s'organiser autrement. À Fort-de-France, au lotissement Espérance à Châteauboeuf, 2 seniors de 86 ans subissent une fuite d'eau qui ne s'arrête jamais. L'eau coule jour et nuit à quelques mètres des installations électriques. Malgré les démarches, les interventions n'ont pas abouti. Une situation qui se dégrade au quotidien et inquiète. Jean-Marc Carteron est allé sur place. Depuis des mois, de l'eau coule en continu derrière une maison à Châteauboeuf. Ce couple âgé vit avec l'humidité, l'inquiétude et l'attente. Une fuite souterraine à quelques mètres seulement des installations électriques. Chaque matin, chaque soir, l'eau est là. Elle ne s'arrête jamais. J'ai constaté ça il y a peut-être un mois et demi, en voyant de l'eau couler en dessous du rideau métallique. Je voyais de l'eau alors qu'il n'y avait pas d'eau avant. Donc elle a appelé le plombier a fait tout ce qu'il fallait en disant que ça ne concerne pas le compteur d'eau. Alors à ce moment-là, vu la quantité d'eau qui sortait, elle a appelé l'électricien. L'électricien est venu et quand il a vu que ses appareils étaient inondés, il a creusé en dessous des compteurs pour permettre à l'eau de couler. Et vous avez vu le débit qu'il y a en ce moment. Et cela depuis un mois, je crois. Ça coule 24 sur 24, ça ne s'arrête pas. Malgré les démarches, aucune solution n'a abouti. À leur âge, chaque jour devient plus difficile. Et cette fuite finit par peser sur tout leur quotidien. Derrière la maison, l'eau continue, encore et toujours. Quand Mme Blanchet a vu ça, elle a paniqué. Alors elle a appelé, elle appelle tout le monde, ne sachant pas quoi faire, parce que nous, on n'avait pas la solution. Voir les compteurs inondés, elle a eu peur pour son mari qui est malade, donc on avait peur qu'il se fasse électrocuter et tout. Alors donc, et puis l'humidité que nous avons, l'eau qui coule en permanence, on ne sait pas qu'est-ce que c'est comme eau. Donc il y a un problème d'hygiène. Et pendant que la fuite persiste, le stress et l'angoisse gagnent du terrain. Très inquiet parce que nous ne dormons pas le soir. Et vous savez, vous avez vu l'état du bas, on se dit à n'importe quel moment l'immeuble va tomber sur nous. Vu la quantité d'eau que ça a engorgé, il y a certainement une faiblesse, qu'on le veuille ou pas, il y a une faiblesse au niveau du bas. Des investigations ont été menées par la ville et un opérateur d'eau et d'assainissement. En attendant des réponses concrètes, les épaules archées n'attendent qu'une chose, que l'eau s'arrête enfin de couler. Toujours à Fort-de-France, un sans domicile fixe est mort poignardé ce matin. Il a été retrouvé peu après 9 h près du marché aux poissons avec plusieurs blessures au cou provoquées par une arme blanche. Pris en charge par les secours, l'homme est décédé dans l'ambulance. Une enquête de police est déjà ouverte. Rappelons que l'année dernière, 40 homicides ont été recensés, dont 34 par arme à feu. Les policiers sont en première ligne et doivent faire face à cette violence au quotidien. Une mobilisation citoyenne a été annoncée pour y répondre. Quelles sont ses motivations ? Pour en parler, nous recevons ce soir le secrétaire territorial d'Alliance Police Nationale en Martinique.
Louis Berthet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire territorial adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Une mobilisation samedi 31, dans 2 semaines. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous avons fait un constat de tout ce qui ne va pas depuis des années. Nous vivons dans le constat et qu'il n'y a pas de progrès, il n'y a rien qui est fait. Et la police n'en peut plus. Nous sommes au bout et la population également. Et nous avons fait tout ce qu'on pouvait pour alerter au niveau de l'État, de l'État de fonctionnement de la police et l'État, justement, les moyens qu'on ne nous donne pas pour pouvoir lutter contre cette délinquance qui galope. Donc nous avons déjà commencé l'année, on est déjà pratiquement à 6 morts et on n'est même pas au 20e jour du premier mois. Je trouve que la cadence elle est infernale et là c'est stop. Mais concrètement, à quoi ressemble le quotidien d'un policier ? Le quotidien d'un policier, c'est justement d'aider, d'assister les citoyens dans leur vie, de les protéger. Sauf qu'il faut un nombre de policiers pour faire ça. Il n'y en a pas. Il en manque. Il faut des moyens. On ne l'a pas. Et qui plus est, pour ceux qui sont en marge de la société ou alors qui ne sont pas pour, je veux dire, l'ordre établi, qui préfèrent l'anarchie, eh bien, ce sont des insultes, ce sont des blessures aux policiers et on y va. Donc si les policiers ne sont pas en sécurité, la population n'y est pas non plus. Bruno Retailleau ou encore Gérald Darmanin ont fait le déplacement sur notre territoire. Ils ont notamment parlé de la police, de la justice. Qu'est-ce que vous en avez pensé et vos collègues aussi ? M. Retailleau est passé, il nous a donné quelques moyens. On a eu les drones, on a eu certaines choses qu'on avait demandées, on l'a reçu. Sauf qu'en effectif, toujours pas. Parce que je rappelle qu'on était à plus de 200 officiers de police judiciaire en Martinique. Nous sommes passés sur la barre de 180. Donc si on me dit qu'on progresse là-dedans, je m'inscris en faux. Et nous avons maintenant une nouvelle donne qui est tombée encore, et juste encore pour mettre une charge sur les policiers. Eh bien, maintenant, quand un policier est blessé grave en service, tout simplement, on peut le reclasser en tant qu'agent administratif. Lorsqu'il est gravement malade, on peut le reclasser en agent administratif. Et ce qui veut dire tout simplement qu'on donne notre temps, notre vie, notre existence à l'État et aux citoyens. Et en fin de compte, bénéfice net, on est en train de nous tuer à petit feu, quoi. Pour vous, les effectifs sont insuffisants en Martinique ? Nous avons perdu pratiquement 30% de nos effectifs en Martinique. Et que ce soit chez les gendarmes, que ce soit chez la police, que ce soit chez les douaniers, que ce soit chez les agents pénitentiaires. En fin de compte, c'est tout ce qui est l'État qui est en déconfiture. Et nous voyons les médecins sont agressés à la Ménard, les pompiers sont agressés, les douaniers eux aussi, les agents pénitentiaires. Tout le monde se retrouve dans la délinquance. Alors maintenant, ce n'est plus une affaire de Louis Berthet, ce n'est plus une affaire du syndicat Alliance. Le syndicat Alliance fait une première en France. Ça ne s'est jamais fait, c'est une première. Nous avons décidé au mois de décembre au Congrès que nous allons faire une marche citoyenne, tout simplement pour demander à la population de venir défiler avec nous, de venir dire leur colère, de venir dire ce qui ne va pas, de venir dire qu'ils sont en danger et également de demander de protéger les policiers. Pourquoi ? Parce que nous n'avons aucune couverture. Maintenant, tout va à volo. La parole du policier ne vaut rien. Et quand le policier est au travail, il ne peut pas se retrouver, disons, en sécurité lui-même. Justement, est-ce que c'est aussi un appel à l'aide à l'État, fait directement à l'État ? Je demande aux citoyens de se prendre en main là. Là, je demande aux citoyens de se prendre en main parce que nous avons aussi nos politiques qui jusqu'à preuve du contraire, on m'entend parler au niveau national aussi, ne font rien. Et de plus en plus, nos jeunes sont tués, nos enfants sont tués, nous-mêmes nous sommes blessés et ça continue. Et plus ça va monter. Donc maintenant, nous demandons aux citoyens, si ils pensent qu'ils sont concernés par la chose, qu'ils pensent que l'insécurité et la délinquance, c'est leur affaire, il faut qu'ils prennent ça à bas le corps, il faut qu'ils viennent soutenir la police, il faut qu'ils viennent avec nous samedi 31 pour défiler et dire le ras-le-bol. Mais ce n'est pas, je dirais, une audience politique, hein, c'est tout simplement le ras-le-bol que les policiers vont mettre sur le tas et demander à la population de venir aussi, puisque la sécurité, je le dis, ce n'est pas une affaire de syndicats ou de syndicalistes, c'est l'affaire de tout le monde. Pour vous, aujourd'hui, c'est nécessaire que la population se mobilise à vos côtés ? Avant qu'il soit trop tard, je pense que oui. Je pense que oui, et là, le peuple martiniquais me donnera la preuve qu'il s'intéresse à sa sécurité. Parce que sans sécurité, on ne peut pas vivre. Sans sécurité, ce n'est même pas la peine de mettre dans sa tête qu'on va construire, qu'on va travailler. Ça ne sert à rien, puisqu'au bout du bout, on se retrouvera tué. Vous n'attendez pas forcément une réponse de l'État, mais est-ce que vous espérez quand même un geste de la part des institutions, des politiques ? Nous sommes dans un moment
où on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Nous sommes dans un moment où le budget, on ne sait même pas le voter. Nous sommes dans un moment où les politiques ne sont pas à la hauteur. Nous sommes dans un moment où il faut recycler tout le monde. Il faut recycler tout et recommencer à zéro. Et y compris, par exemple, donner la justice les moyens de juger les gens et permettre aux juges de juger correctement. Et là, on n'a pas tout ça. Là, si on n'a pas, nous, on interpelle les délinquants, on le présente au juge, et qu'une partie, je dis bien une petite partie, les relâche, et l'autre partie n'a pas les moyens. Je prends un exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez 50 officiers de police judiciaire qui enquêtent dans différents domaines, tout arrive sur le bureau du procureur. Et ils sont, en manque d'effectifs eux aussi. Ils ne sont pas nombreux. Donc, ça s'empile chez eux aussi. Donc, comment ils peuvent juger après? Donc, tout est bloqué. Et là, maintenant, il va falloir donner les moyens à la fonction publique en général et revoir le fonctionnement de la fonction publique parce que si vous voyez l'état de la MENA, c'est à pleurer. Si vous voyez l'état de la police, la douane et compagnie, les pompiers, c'est à pleurer. Donc, il faut que ça s'arrête. Eh bien, merci. Louise Liberté, on le rappelle, vous serez mobilisé le 31 janvier à 10h. Au niveau du commissariat de Fort-de-France. Oui, on ira devant le palais de justice pour dire aux procureurs et aux juges qu'on les soutient aussi, qu'on est avec eux parce qu'il manque le moyen. Et puis on ira devant monsieur le préfet pour dire aussi au préfet que c'est lui le premier personnage de l'île et qu'il faut qu'il prenne conscience qu'il y a un problème. Eh bien, c'est noté, le rendez-vous est pris. J'espère que tout le monde sera là. Ouvrons désormais notre page des sports par du football. Ce week-end s'est joué le premier tour de la Coupe de Martinique. Les 5 formations de Régional 1 concernées se sont logiquement imposées et qualifiées pour le prochain tour qui se déroulera à la fin du mois. Et parmi les rencontres du week-end, nous nous sommes intéressés à l'opposition entre l'Excelsior, formation de R3, qui est venue à bout de l'US Marinoise qui évolue en R2. Victoire 3-2. Les précisions de Karil Chassol et Marc Michel. Évoluant dans une division supérieure, l'US Marinoise prend le jeu à son compte face à son adversaire, l'Excelsior. Mais si les Marinois se procurent des occasions, ils ne parviennent pas à ouvrir le score. Et ce sont les Foyalais qui se montrent plus efficaces. À la 12e minute, Silvio Broghi marque le premier but de la partie. Pas le temps de savourer, dans la minute qui suit, l'US Marinoise égalise par Willem Modestin. Et si l'Excelsior inscrit 2 nouveaux buts, ils sont refusés pour une position de hors-jeu. Résultat, à la pause, le score est 2 buts partout. Au retour des vestiaires, après 10 minutes en deuxième période, l'ESM obtient un pénalty pour une faute sur Rafael Camarada Silva. Il est transformé par Silvio Azevedo Soiwo. Les Marinois mènent 2-1. Mais ce début de deuxième mi-temps est décidément une histoire de pénalty. C'est au tour de l'Excelsior d'en obtenir un. Il est réalisé par Loïc Moreau. Le score est de 2 buts partout. Et les Foyalais créent la surprise en venant à bout de l'US Marinoise en inscrivant un 3e but grâce à un corner repris de la tête par Devon Marie-Joseph. 3-2, c'est le score final. L'Excelsior n'avait plus d'envie. Ils avaient envie de faire qualification. Nous, on se connaît déjà arrivé, on a baissé un peu les pieds, ils ont continué, ils ont poussé. On a fait des erreurs défensives individuelles, ils en ont profité et bravo à eux. Nous, en tout cas, on continue à travailler pour notre championnat puisque nous sommes en train de jouer le métier. Mais aujourd'hui, c'est quand même dommage parce qu'on avait envie de passer encore un tour de Coupe de Martinique. Satisfait, ça va donner beaucoup de moteur pour les prochains matchs en championnat. On a été là chercher, c'est une très belle victoire. Et je suis vraiment content pour les joueurs. Outre l'Excelsior, les 5 formations de Régional 1, l'Émulation, l'US Robert, le Club Colonial, l'Inter de Sainte-Anne et l'AS Monde des Est se sont imposés et qualifiés. Pour le reste, le Réveil Sportif, l'Éclair, la JS Eucalyptus, le FEP Monésie, l'Effort, l'Océanique, l'US Diamantinoise, le CS Vauclinois, l'Étoile, l'Assaut, l'Essor Préchotin, le Real de Tartane, l'US Riveraine, le RC Lorrain, l'Olympique, la Solidarité et l'Étendard se sont également qualifiés. Le prochain tour de coupe aura lieu à la fin du mois. Toujours ce week-end, la Ligue a effectué une mise à jour du championnat de Régional 1. Pas de vainqueur entre le RC Saint-Joseph et la Samaritaine en match en retard de la 3e journée. Et en match en retard de la 4e journée, le Golden Lion a disposé du Golden Star 3-0. Un match nul qui permet tout de même au classement au RC Saint-Joseph de prendre sa distance avec le club franciscain. Les Joséphins ont désormais 4 points d'avance sur les franciscains,
5 sur les clubistes et 7 sur le Golden Lion qui est au pied du podium à 2 longueurs du 3e. En bas de tableau, on retrouve l'Espoir de Sainte-Luce, l'Émulation et la Lanterne Rouge, l'Aiglon du Lamentin. Toujours du sport avec du basket masculin. On jouait ce week-end la 9e journée du championnat de pré-national. Et parmi les rencontres à l'affiche, l'opposition entre l'Intrépide et le Madine Grey. Un match équilibré qui a souri au Madine Grey qui s'impose sur le score de 66-75, toujours avec Karil Chassol et Marc Michel. Le début de match entre l'Intrépide et Madine Grey est plutôt à l'avantage des Foyalais. Mais progressivement, les hommes de Brice Balit refont le retard et ils affichent tout de même un écart de 2 points à la fin du premier quart-temps. Le deuxième est très équilibré, les deux formations se rendent coup pour coup. Et à la pause, l'Intrépide mène 33-27. Au retour des vestiaires, le match ne change pas de physionomie. Les deux équipes sont très proches. L'écart reste pratiquement le même à l'issue du troisième quart-temps. Il est de 5 points. Lors de la dernière manche, Lamantinois et Foyalais prennent la tête à tour de rôle. Un chassé-croisé qui dure jusqu'à la fin de la rencontre et qui voit la victoire du Madine Grey sur le score de 66-64. Il nous a manqué la volonté de gagner, la volonté d'aller plus loin, la volonté de nous surpasser. Et puis il nous manquait des joueurs majeurs dans l'équipe. Donc c'est pas grave, les jeunes ont bien remplacé, ça s'est très bien passé pour eux. On croyait en notre jeu, en nos capacités sur ce match-là. On n'a pas douté et c'est le message que j'ai passé à mes joueurs durant tout le match. Et de ne pas douter de continuer à jouer notre jeu et que ça allait payer à un moment donné. Et c'est un match qui était très important pour nous, une victoire très importante ce soir. Outre la victoire du Madine Grey, notons celle du Golden Star, de l'USAC et du Rebond Pilotin. Au classement, les Étoiles d'Or sont solides leaders devant l'USAC et le Rebond Pilotin qui devance le Golden Lion. Chez les femmes, la 11e journée du championnat de pré-national a été marquée par la victoire de l'ASC Aigle Noir, du Golden Lion, du Madine Grey et de la Gauloise. Au classement, les Gaumornaises sont toujours leaders avec 3 points d'avance sur les Saléennes qui ont un match en moins. Les Foyalaises sont sur la 3e marche du podium avec le même nombre de points que les Clairs. Suivent l'AS Black Star et la Gauloise. Enfin, en bas de tableau, on retrouve le Golden Lion, l'Aiglon du Lamentin et la Lanterne Rouge, l'Arsenal. L'animateur télé Benjamin Castaldi vient de boucler une traversée transatlantique de 14 jours. Parti sur un coup de tête, il voulait vivre l'expérience. Il a accosté aux marins 30 ans après son dernier retour en Martinique. Dorian Cayuela est allé à sa rencontre. C'est un concours de circonstances, c'est un peu un hasard. J'ai une amie qui devait amener son bateau dans les Antilles, en Martinique, et il y a une place qui s'est libérée. Et il vaut mieux être 4 sur un kata pour toutes les manœuvres. C'est plus sécure. Donc voilà, moi j'ai dit, mais moi je peux faire le coéquipier. Donc j'ai pris un billet d'avion pour Lanzarote et hop, j'ai sauté à bord. Et on est parti pour 14 jours. Et ça a été une super expérience. Une trentaine d'années, j'étais au Club Med au Boucanier, où je faisais de la plongée. Et comme j'ai mes diplômes de plongée, je pouvais encadrer. Donc j'ai encadré un peu les GM, comme on dit, pour faire de la plongée. J'allais plonger au diamant beaucoup. Je vais revenir passer des vacances tranquillement avec ma femme et mon fils, peut-être au Club Med. C'était super, on a fait une belle expérience. C'était une première pour moi aussi. Je n'ai jamais fait de transatlantique et je suis très heureuse de l'avoir fait en toute sécurité. On n'avait pas eu de problème à bord, quasi pas. Le bateau est safe, il est arrivé en bonne santé, nous aussi, donc voilà, on est très heureux. On a vu la terre il y a à peu près 3 heures depuis la mer et c'était un grand soulagement pour moi parce que j'étais quand même un peu angoissée. J'ai eu quand même des moments de terreur à bord avec des creux de 4 mètres. La nuit, c'était pas facile, quoi. L'écart n'était pas facile, mais on y est arrivé. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial de Cluny de 8h30 à 17h30 et à la Maison du Don de Dillon, immeuble Le Fils, de 10h30 à 17h. Pour finir, un rappel des principaux titres de ce soir. En Martinique, le procès de Joseph Ethan Robert s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises. Il est jugé pour vol avec arme et tentative d'homicide en décembre 2021. Les premières heures ont été consacrées aux expertises et aux témoignages de la victime.
À Paris, le feuilleton budgétaire touche peut-être à sa fin à l'Assemblée nationale. Après des mois de blocage, le Premier ministre Sébastien Lecornu a utilisé l'article 49.3. Objectif, permettre à la France d'avoir enfin un budget qui sera dévoilé demain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Toute l'actualité est à retrouver sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube ATV97. Quant à moi, je vous retrouve demain, même heure. Passez une très belle soirée sur ATV.